Bonsoir et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes avec vous ce soir en toute citoyenneté. Il y a quelques heures, en préparant ce live, la pensée qui m'est venue, et je l'ai d'ailleurs partagée sur ma page Facebook, c'est celle de rappeler à tous et à chacun que c'est l'exercice de la citoyenneté qui nous rend dignes de la République. Nous n'avons de cesse de le rappeler. Notre action en tant qu'appel à agir est une action citoyenne qui a son fondement dans la Constitution gabonaise. En effet, c'est une responsabilité en tant que citoyen de contrôler l'action publique. C'est une responsabilité citoyenne de s'intéresser à la gestion des institutions. Et depuis 2 ans déjà que nous avons lancé cette action, vous savez de quoi il est question. Vous savez que la question qui est au cœur de notre action, c'est celle de savoir qui dirige le Gabon. Et la dernière actualité politique relativement à la crise sanitaire au Gabon nous emmène ce soir à nous interroger au sujet de l'illégalité du maintien des restrictions de liberté publique aux fins de dissimulation de l'incapacité d'Ali Bongo. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis le 2 octobre, les 45 jours qui avaient été impartis au gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont arrivés à leur fin. Et je parle sous le contrôle d'un député qui prendra la parole certainement après moi. Jusque-là, le gouvernement n'est pas allé demander à l'Assemblée nationale le renouvellement de l'état d'urgence sanitaire. Donc, en principe, toutes les restrictions de liberté que nous subissons aujourd'hui sont illégales. Le couvre-feu est illégal. Les derniers arrêtés qui imposent le port du masque et tout ce qui s'ensuit sont illégaux. Ces arrêtés. Et donc, que cache ce maintien illégal? On a vu les chefs d'État qui sont arrivés, on les a vus en photo, on les a vus sur les affiches. Personnellement, je n'ai pas vu de vidéo. Et donc, toutes ces choses nous emmènent à nous demander, du moins nous confortent dans l'idée qu'on a toujours eu depuis le départ, il y a quelque chose qui se trame. Il y a un gros arbre qui cache une forêt, la forêt de l'incapacité d'Ali Bongo à diriger notre pays. Si on avait un chef, un président de la République qui dirigeait le Gabon, on n'assisterait pas à ce pilotage à vue qui nous accable tous. Et c'est une responsabilité en tant que citoyen, en tant que peuple, de davantage poser la question qui dirige le Gabon. Et ce soir, une fois de plus, nous voulons nous interroger avec vous et nous voulons que ce live soit interactif. Vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de poser vos questions, de faire vos commentaires. Nous allons les lire tous ensemble et nous allons en débattre, nous allons discuter autour de ce que ces interrogations ou ces réactions suscitent. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à... Bon, d'abord, j'ai envie de m'excuser au nom de tout le collectif Appel à Agir. Dans le flyer que nous avons distribué, nous avons partagé, nous annoncions comme invité l'honorable Davin Akouré. Nous l'avons eu au téléphone il y a quelques heures. Il s'excuse parce qu'il est parti de Lambaréné un peu tard avec l'état de la route. Il n'a pas pu être à temps à Libreville. Et donc, ce sera une autre fois. Il a demandé qu'on le reprogramme et qu'on s'excuse pour lui. Voilà, ceci étant, donc nous n'aurons pas d'invité ce soir. Nous serons 4 pour le compte Appel à Agir, Jean-Gaspard Tuntoumaï, Franck Ndjimbi et l'honorable Edgar. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'honorable Edgar et
Ok, donc Jean Gaspard alors. Jean Gaspard va prendre la parole et les autres viendront après lui. Ok, d'accord. On va donc commencer par moi. Merci Elsa, bonsoir. Oui, nous avons choisi notre thème de ce soir parce que je crois que depuis bientôt 2 ans maintenant, enfin 1 an et demi, depuis février 2019, nous avons lancé en fait cet appel à agir à nos compatriotes parce que nous n'étions pas satisfaits de l'état dans lequel notre pays se trouvait suite à l'accident vasculaire cérébral de M. Ali Bongo. Nous n'avons eu de cesse d'attirer l'attention de nos compatriotes sur cette situation chaque fois que nous le pouvions, et nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Et comme Elsa le disait, la crise sanitaire que connaît le monde, en fait, liée à la COVID-19, semble être devenue, depuis le mois de mars, et surtout le mois d'avril au Gabon, un prétexte qui permet à ce pouvoir de mieux dissimuler l'incapacité de M. Ali Bongo. Et il faudrait que nous en discutions parce que les conséquences sont énormes. Nous le disons pourquoi. Oui, pour gérer cette crise sanitaire qui, au départ, était inconnue, et nous pouvons le comprendre. Le pouvoir a eu recours à l'état d'urgence qui est prévu dans la Constitution. Et cela était juste. Nous ne savions pas dans quelle situation nous étions. Le monde entier semblait dire que c'était une situation extrêmement grave. Et le pouvoir a choisi, par rapport aux dispositions constitutionnelles, l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est un état d'exception qui avait pour contrepartie d'imposer au pouvoir un contrôle parlementaire tous les 15 jours. Et on a vu comment, dès le départ, le pouvoir a refusé ce contrôle parlementaire qui consistait en quoi? Le contrôle parlementaire obligeait le gouvernement à aller faire la démonstration devant le Parlement que la situation sanitaire continuait à justifier des mesures de privation de liberté exceptionnelles. Dès le départ, après les 15 premiers jours, le gouvernement a voulu s'affranchir de ces 15 jours de contrôle. Ils ont même voulu passer à 90 jours. Ce n'était pas possible parce que la Constitution ayant prévu 15 jours, il n'était pas possible de passer à 90 jours. Le gouvernement, le pouvoir est allé inventer une loi d'exception, la loi sur l'état d'urgence sanitaire, qui, comme par hasard, je pense que les Gabonais s'en souviennent, a été présentée à le ministre de l'Intérieur. Une loi sur l'état d'urgence sanitaire. Qu'à cela ne tienne, dans cette loi, nous avions attaqué, aussi bien appel à agir que les parlementaires de l'opposition et d'autres citoyens devant la Cour constitutionnelle, et pour laquelle la Cour constitutionnelle a bien reconnu que nous avions raison. Dans cette loi, eh bien, le contrôle parlementaire doit intervenir tous les 45 jours. Là aussi, on a vu, après les premiers 45 jours, combien il était difficile et pénible pour le gouvernement d'aller devant le Parlement, rendre compte de ce qui s'est passé et justifier de la nécessité de maintenir le pays dans un état d'exception, dans un état de droit particulier, ne pas dire dans un état de non-droit. C'était au mois de septembre. Normalement, depuis le 15 novembre, ces 45 jours sont passés. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre. 2 semaines après, le gouvernement ne s'est pas présenté devant le Parlement. Le gouvernement, le pouvoir est en train de faire comme si... Alors, soit le Parlement n'existe pas, donc il n'y a plus besoin de contrôle parlementaire, soit la loi sur l'état d'urgence n'existe plus, et en droit, cette loi
en fait, n'existe plus, puisqu'elle était valable 45 jours. Par contre, on continue à maintenir dans le pays toutes les mesures d'exception. On pourrait penser que c'est parce que tout le monde veut aller au restaurant le soir qu'il insiste beaucoup ou qu'il va aller en boîte de nuit, mais ça concerne aussi l'école de nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas à l'école ou presque pas. On a entendu parler d'emploi du temps avec 2 heures de maths au collège et au lycée, 2 heures de français par semaine. Donc, bref, l'année scolaire de nos enfants est compromise. Notre vie quotidienne est compromise en dehors de toute logique. Pire, je ne suis pas médecin, mais quand même, nous savons tous lire. Quand on regarde la situation du virus au Gabon, depuis 2-3 mois, où on a à peine, quand vraiment il y en a beaucoup, 15 cas de Covid par jour. Et croyez-moi, ces cas de Covid sont surtout les cas de Covid de l'aéroport Léon-Mba, donc qui nous viennent de l'étranger. On se demande de quel Covid on nous parle dans notre pays. Il y a eu des décès, beaucoup trop. Enfin, quand même 59 depuis le début. Je connais peu de maladies au Gabon qui font aussi peu de morts. Si le palu pouvait en faire autant, ce ne serait pas une mauvaise chose pour le pays. Donc, au fond, le pouvoir maintient le pays dans la psychose. Le pays crée artificiellement une situation exceptionnelle dans le pays pour continuer à dissimuler, comme il le sait bien le faire, l'état de santé de M. Ali Bongo. Et c'est cela qui est embêtant. C'est cela qui est embêtant. L'honorable Mino qui est en train de nous rejoindre. Elsa le disait tout à l'heure. Dans le même temps, on a eu un sommet de chefs d'État à Libreville, semble-t-il, le week-end dernier. Nous qui vivons à Akanda, nous avons vu les conséquences dans le fait que circuler était devenu difficile. On en a aperçu 3 ou 4 photos dans les réseaux sociaux et à travers la presse. Bon, il y a une seule chaîne de télé que je ne regarde pas dans ce pays, mais je n'ai vu aucune image vidéo de cette manifestation. Pourtant, on nous abreuve souvent d'images vidéo de cirque de cette nature, mais là, nous n'avons aucune vidéo. Mieux, pour ne pas dire pire, parce que personnellement, je m'en suis inquiété. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas apprécier les choses. Mais voyez-vous, le président Chambrier, ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, nous a quittés cette semaine. Il se trouve que le jour de son décès, les chefs d'État étrangers étaient présents dans notre pays en visite officielle pour un sommet. Le président de la République du Congo, et je l'en remercie, est allé présenter ses condoléances à la famille du président Chambrier. Seul, sans être accompagné par le chef d'État. Je ne dirais pas que le chef d'État gabonais manque d'élégance. Je ne dirais pas que le chef d'État gabonais ignore les convenances. Je dirais juste que voilà une situation d'urgence. On avait besoin du chef de l'État gabonais. Et on n'a pas pu avoir le chef de l'État. Parce que c'est cela la réalité de la situation du chef de l'État gabonais aujourd'hui. Il ne pouvait pas aller accompagner son homologue qui allait présenter des condoléances. Si on revient chez les Bantous, on dira un étranger est chez vous, dans votre village. Il est obligé d'aller dire bonjour aux voisins, d'aller présenter des civilités aux voisins sans vous, incapable, en incapacité. C'est cela que l'on veut dissimuler au pays. On veut dissimuler au pays la nécessité, parce qu'il faut le dire, de déclarer la vacance de la présidence de la République. M. Ali Bongo n'est plus en capacité d'occuper cette fonction.
Et cela expose le pays à une situation sans nom que nous vivons ni le mois d'octobre 2010 et à laquelle il faut mettre un terme. C'est de cela que nous voulions parler ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop long dans mon introduction. Je renouvelle encore à nos amis les excuses du docteur Akouré qui n'a pas pu être présent à Libreville. Si on a pris l'état de la route, on dira qu'on politise le débat, mais quand même, il est à l'embaréné, il n'a pas encore. Je vais te rendre la parole, Elsa, et bonsoir à toi, Minou. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Merci à toi, Zingas. Merci à toi pour ce propos liminaire qui a déjà suscité des réactions. Je retiens, du moins nous retenons que le pouvoir garde le peuple gabonais dans la psychose pour détourner, pour nous empêcher de nous poser les vraies questions au sujet de qui dirige notre Gabon. En fait, ils font de la crise sanitaire un prétexte pour restreindre les libertés parce qu'ils savent que l'exercice de ces libertés emmènerait le peuple à des actions qui les contraindraient de déclarer la vacance du pouvoir. Avant de passer la parole aux uns aux autres, bonsoir, honorable Nino qui nous rejoint. Il y a quelques réactions. Bonsoir, il y a quelques réactions que je voudrais lire ici. Merci à tous ceux qui nous saluent. Merci à Lucrèce Moissa qui me souhaite bon retour. Il y a Moreno qui dit « Ayez une vision globale de ce qui se passe dans le monde. Le Gabon n'est qu'un laboratoire. L'humanité est en danger. Les États doivent être détruits pour servir un gouvernement mondial dirigé par une élite. Nos problèmes doivent avoir des solutions panafricaines et spirituelles sur la base des traditions. Au TEP. Il y a Nathaniel Mengemobam qui dit « Ils organisent depuis quelques jours des dépistages gratuits dans des bus. Mais ils disent que ces dépistages ne concernent pas les voyageurs. On comprend alors que ce n'est pas le test de la COVID que nous payons, mais plutôt le droit de voyager qui est un droit garanti par la Constitution. » Nous le disions déjà, il y a des libertés qui sont restreintes, notamment la liberté d'aller et venir. Moi, je ne peux plus aller à Ndéndé tranquillement parce qu'il me faut obligatoirement un test. Alors, pendant que je lis ces réactions, Franck Ndjimbi se prépare parce que c'est lui qui va prendre la parole ensuite. Il y a... Ok, je vais lire. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé, il s'appelle Yves Minsa. Il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. Non. Alors, le Loussabous dit, Monsieur Tuntoumaï, pourquoi alors se faire vacciner s'il n'y a pas de Covid, du moins un taux suffisant? Je pense que c'est une question qui a été suscitée par le post de Jean Gaspard d'il y a quelques jours. Donc, il va répondre à la question. Il y a Roseline Mengue qui dit « Bravo à vous, ne lâchons rien, même si on est à bout de souffle à plusieurs, on est un bloc et on se relaie en nous oxygénant les uns les autres. » Voilà. Donc, il y a Audrey Ndiengi qui dit « Bonsoir à tous, encore merci au mouvement pour le flux d'informations. » Effectivement, Jean Gaspard, c'était déplorable ce manque de convenance de la part du pouvoir. Yves Minsa dit il faut se faire vacciner parce que ce vaccin sera obligatoire pour les vols internationaux. Il y a Jefferson Watson qui nous a rejoint et puis j'ai vu quelque part quelqu'un se plaignait du son qui n'était pas bon et puis il y a un autre qui a demandé de mettre une légende sur le live pour savoir de quoi il est question. Monsieur et madame, bien le bonsoir à vous. Voilà, voici quelques réactions que le propos liminaire a suscité. Donc, je me tourne vers Franck Ndjimbi pour sa réaction à chaud. Merci Elsa et bonsoir
à tous les internautes. Bonsoir, chers compatriotes. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de l'illégalité du maintien des restrictions aux libertés publiques. Cette illégalité, en fait, le maintien de ces restrictions vise simplement à masquer l'indisponibilité d'Ali Bongo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça dont nous voulions traiter aujourd'hui. L'état d'urgence sanitaire, par définition, l'état d'urgence est une situation d'exception. Et en tant que c'est une situation d'exception, ça ne saurait être quelque chose de durable et de permanent. C'est pourquoi dans la Constitution, au départ, l'état d'urgence n'était prévu que pour 15 jours. Comme Jean Gaspard le dit, ils ont pris une loi ad hoc qui leur permet de faire passer l'état d'urgence sur 45 jours. Mais comme l'état d'urgence est une situation d'exception qui bride les libertés publiques, ça doit se faire sous le contrôle d'institutions publiques et de tribunaux indépendants et totaux. Entre autres institutions, il y a donc l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, dans la loi sur les catastrophes sanitaires, on demande au gouvernement, avant de reconduire la loi, de soumettre un rapport circonstancié. De soumettre un rapport circonstancié au Parlement. Après, le Parlement apprécie donc la validité de ce rapport et sur le fondement de ce rapport, le Parlement décide si oui ou non il autorise le gouvernement à reconduire pour 45 jours l'état d'urgence. Voilà. On avait déjà noté au mois de septembre dernier que le gouvernement avait profité de l'intercession parlementaire pour proroger 45 jours par ordonnance. C'était déjà assez surréaliste, simplement parce que le gouvernement s'était comporté là comme si le vote parlementaire en l'espèce était un vote comme un autre. Or, en l'espèce, le vote parlementaire n'est pas un vote comme un autre. Il participe de la mission constitutionnelle de contrôle, une mission qui est dévolue au Parlement. Donc, en faisant passer par ordonnance, on retirait au Parlement son pouvoir de contrôle. Puis, le 2 octobre dernier, le Parlement a de nouveau prorogé pour 45 jours. Ils ont de nouveau prorogé pour 45 jours. Si on considère que nous sommes partis du 2 octobre dernier, nous pouvons penser que depuis le 17 novembre, les 45 jours sont arrivés à échéance, sont terminés. Nous pouvons le penser. Maintenant, on sait bien que nos amis aiment introduire des polémiques. Ils ont réussi à introduire une polémique entre la date de nomination et la date de prestation de serment de Rose Christiane Soukara Ponda. Là, ils viendront nous dire, non, ce qui compte, c'est la date de promulgation. Très bien. Même si on considère la date de promulgation, que je n'ai pas de tête, on est quand même fondé à se demander, est-ce que les 45 jours ne sont pas arrivés à échéance? Est-ce que les 45 jours ne sont... Si les 45 jours sont arrivés à échéance, alors pourquoi maintient-on de telles restrictions? Pourquoi nous maintient-on dans une telle situation? Donc, on finit par se dire que quand c'est flou, quand c'est louche, c'est qu'il y a un loup, c'est que ça cache quelque chose. Et qu'est-ce que ça cache? Ça cache simplement le fait que le pouvoir ne veut pas que les Gabonais se réunissent. Il ne veut pas que les Gabonais puissent circuler librement. Il ne veut pas que les Gabonais puissent se rencontrer parce que les mesures de distanciation, ainsi de suite, nous obligent à ne pas nous fréquenter. Nous obligent à ne pas nous fréquenter. Ils ne veulent pas que les Gabonais se rencontrent parce qu'ils ne veulent pas que les Gabonais se posent la question essentielle sur ce qui se passe au sommet de l'État et sur la capacité de M. Ali Bongo à gérer le pays. On apprend par la bande que cette situation pourrait tenir jusqu'au 14 décembre. Que, en fait, c'est après le 14 décembre que ça pourrait être levé. Si c'est après le 14 décembre que ça pourrait être levé, à partir du 14 décembre, ça veut donc dire qu'ils estiment que les 45 jours courent jusqu'au 14 décembre. Alors, si on fait un calcul, on tombe au 30 octobre. Cela signifie donc que dans leur logique, la loi avait été promulguée le 30 octobre, soit 28 jours après sa date d'adoption par le Parlement. Si la loi a été adoptée le 30 octobre, alors qu'elle a été promulguée le 30 octobre, alors qu'elle avait été adoptée le 2, comment sommes-nous restés entre le 2 et le 30 octobre dans la situation actuelle? C'est-à-dire que là aussi, nous étions déjà dans l'illégalité. Nous étions dans l'illégalité. Un gouvernement ne peut pas se complaire dans l'illégalité. On ne peut pas restreindre des libertés fondamentales comme la liberté d'aller et venir,
donc le droit de circuler, la liberté de réunion, on ne peut pas les restreindre sans contrôle aucun et on ne peut pas les restreindre sans base légale aucune. Ce n'est pas possible. Si on arrive dans cette situation, c'est que nous sommes dans la plus basse des dictatures et la plus basse des républiques bananières. C'est pourquoi nous demandons aux Gabonais donc d'être vigilants. Il est assez surprenant d'ailleurs que cette situation n'ait pas suscité beaucoup plus de débats que ça. Il est assez surprenant qu'on n'ait pas aussi entendu de parlementaires, y compris les parlementaires du Parti démocratique gabonais. On sait que ce sont des godillots, mais parfois on a quand même envie de leur dire, après tout, vous êtes des Gabonais, après tout, vous êtes des citoyens. Parce que tout ça emporte des conséquences. Tout ça crée des difficultés dans nos vies quotidiennes. Tout ça porte atteinte au vivre ensemble. Donc, on est assez surpris du silence de l'Assemblée nationale, qui elle-même ne demande pas au gouvernement que se passe-t-il. Quand est-ce le gouvernement va-t-il soumettre ce rapport circonstancié au Parlement? Et pourquoi ne le soumet-il pas? Pour nous, notre religion est faite simplement parce qu'il veut dissimuler l'incapacité de M. Ali Bongo. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Merci, Elsa. Merci à toi, Franck. Vu que ton message interpelle au premier chef les parlementaires, nous en avons deux ici. Avant de donner la parole à l'un d'entre eux, le volontaire, j'ai envie de lire quelques réactions que je trouve pertinentes et après quoi l'un des deux députés prendra la parole. Alors, j'ai vu un premier commentaire ici, attendez que je le retrouve. Alors, les Gabonais payeront cash le moment venu leur inaction. Quant au fait du surplace, les autres, eux par contre, avancent. Continuons à jouer, la nature nous le rappellera. Il y a Jefferson Watson, lui, c'est au sujet du vaccin. Que savons-nous de ce vaccin d'abord? Un vaccin fabriqué, thérapie génétique pour une première mondiale au contour flou. Il y a Justin Bawenda qui dit, au Sénégal, pays de 30 millions d'habitants, le Covid n'est plus d'actualité. Dixit France 2, les populations vaquent à leurs occupations. Il y a Loussa Bous qui dit, les députés doivent alors refaire un débat sur ce texte, sujet de la Covid. Chers députés, vous avez la parole. Honorable Edgar ou honorable Mino, la parole est à l'un d'entre vous. Sinon, je désigne. Bon, je désigne l'honorable Mino. Donc, l'honorable Edgar va prendre la parole. Décidément, les députés ont décidé de rester silencieux. Ok, merci. Je vais prendre la parole. Merci Elsa, merci à tous nos compatriotes. Je pense que Jean Gaspard et Franck ont parfaitement planté le décor. Le test de ratification de l'ordonnance qui avait été prise par le gouvernement pour proroger l'état d'urgence compte tenu de la situation de l'intercession a été adopté à l'Assemblée autour du 2 octobre. Au 2 octobre, après c'est passé au Sénat, je suppose qu'on n'est pas allé au-delà du 10 pour tout ce qui est Sénat et pour tout ce qui est promulgation. Donc en principe, même si on exagère, on est censé être largement au-dessus des 45 deuxième jours, les deuxièmes séries de 45 jours. Donc en principe, on est plus sous état d'urgence, on ne devrait plus être sous état d'urgence sanitaire. Mais ça, il faut que tous les Gabonais le comprennent. Je crois qu'on le comprend même très bien. Moi, le problème, au-delà du fait qu'on a là un gouvernement qui fait comme il veut, qui se fout des institutions, qui se fout même de la loi. Ça, c'est déjà très grave. Mais là où je voudrais attirer l'attention des Gabonais, c'est de leur dire que je vais prendre un seul exemple. Moi, quand j'étais au lycée en 4e,
j'avais 6 heures de cours par jour. J'ai ma nièce là qui est en 4e. Elle a à peu près 6 heures de cours par semaine. Je ne sais pas, quand on dit qu'on s'apercevra du mal qui est... Je ne sais pas si on mesure le mal qui est fait. Que de la 6e en 4e, des élèves ici au Gabon ont 6 heures de cours par semaine. À la limite, ce qui me surprend, c'est l'état d'esprit des parents et de des associations des parents d'élèves. Je ne sais, je comprends rien du tout. Un, il n'y a pas de salle de classe. Deux, il y a presque pas cours. De 6 heures de cours par semaine, ces enfants-là sont voués à ne rien devenir demain. Je crois qu'il n'y a pas plus grand crime fait à l'endroit de la jeunesse que ce qui est en train de se faire au Gabon. Et je suis curieux et surpris du silence des parents d'élèves, du silence des associations des parents d'élèves. On a décidé en masse de tuer la jeunesse gabonaise, au nez et à la barbe des parents d'élèves. Et ils attendent toujours que quelqu'un d'autre dise non pour eux. Je voulais profiter de ce live-là pour invoquer leur sens de responsabilité. Parce que ce qui est en train de se faire, ce n'est pas normal et c'est très grave. On l'avait dit déjà la dernière fois que le stratagème trouvé par le pouvoir actuel, enfin, ce qui occupe le pouvoir actuel, c'est de s'appuyer sur l'état d'urgence pour imposer une dictature militaire au Gabon. Promenez-vous dans les rues de Libreville, on a l'impression qu'on est à Bangui. C'est des checkpoints partout. Et ces gens en font vraiment avec un excès des ailes. On n'est pas dans un pays en guerre. Autant il n'y a rien dans les structures de santé, autant il n'y a pas de réactifs, c'est vraiment pas normal. On a un problème sanitaire, ça ne bouge pas dans les systèmes, dans les centres de santé, ça ne bouge nulle part. Mais on a comme l'impression qu'on ne fait pas 100 mètres dans les rues de Libreville sans rencontrer des militaires. Et je voudrais m'adresser à ces militaires pour dire que, mais est-ce que vous regardez les emplois du temps de vos propres enfants? Pendant que vous êtes dans la rue, à faire ce qu'il ne faut pas faire, vos enfants n'ont pas cours. Et c'est pour dire que dans les 10 prochaines années, il n'y aura pas de capacité au Gabon. Or, le capital humain pour construire une nation, c'est d'abord l'homme. Et aujourd'hui, au Gabon, on ne les forme plus du tout. On ne les forme plus du tout. Je vais m'arrêter par là pour dire que pour simple dommage, et je continue à attirer l'attention de tout le monde, des Gabonais, des parents d'élèves, et même des institutions, et même mes collègues pour dire que ce qui est en train de se faire dans notre pays, je pense qu'il faut qu'on dise non à un moment donné. Je crois que ça doit s'arrêter. Voilà ce que je vais dire. Merci beaucoup, honorable. Merci pour cette interpellation et qui a justement suscité beaucoup de réactions de la part des internautes. Il y a Loussa Bous qui est très actif, qui dit les parents, dans des établissements, il y a des associations, à eux de jouer leur rôle. Quand c'était pour l'ouverture des églises, nous avons bien vu l'engouement des hommes et des femmes. Il y a Siga Smalto qui dit les choses de ce pays peuvent tuer quelqu'un. Jefferson Watson qui dit tout est inédit au Gabon, notre pays. Comment peut-on expliquer l'inertie de la population? Il y a James Biela Bonga qui dit mais les députés sont pédégistes, donc il n'y aura aucun résultat. Lous Bous qui ajoute le peuple reste souverain, au peuple de se soulever. Voilà, donc quelques réactions des internautes. Et puis, je vais passer la parole à l'honorable Mino. J'espère qu'il m'écoute. S'il peut activer son micro. Ton micro, voilà. Et... Merci Elsa. Je ne vais pas être long parce que je crois que Jean-Gaspard et Franck ont dit suffisamment ce qu'il fallait savoir sur ce sujet.
Et Edgar a pu ajouter un certain nombre de choses pour dire que l'interpellation qui est faite sur les députés, à l'endroit des députés, vient de trouver sa réponse dans la lecture que vous venez de faire des réactions des internautes, en ce sens que, je le dis souvent, bon, c'est souvent mal venant de moi en tant que député, que le plus grand mal de ce pays, c'est son Parlement et sa justice, qui sont deux institutions qui se sont véritablement couchées devant le pouvoir exécutif, ce qui fait que les trois pouvoirs qui doivent s'équilibrer dans le pays, il y a deux qui se sont couchés et c'est ce qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Quand bien même le gouvernement viendrait à l'Assemblée nationale, le résultat ne serait pas différent parce que l'Assemblée elle n'est pas acquise, elle est soumise au gouvernement. Donc voilà, c'est un problème que nous avons dans notre pays et qui explique un peu les actions qui sont menées par le gouvernement qui agit véritablement en terrain conquis et qui n'a de compte à rendre à personne. Parce que quand bien même les députés du PDG parfois essaient de se lever, on les rappelle à l'ordre si ce n'est pas par une forme de corruption, mais c'est par leur parti politique qui va les rappeler à l'ordre et en les menaçant, en leur faisant comment on appelle ça, des mises en garde. Donc, pour dire que le sujet qui nous intéresse est un sujet très important parce que ça revient à notre question fondamentale qui dirige le Gabon. Et le coronavirus est un alibi qui a été trouvé par ce gouvernement qui a véritablement sauvé ce gouvernement parce que ils y ont tout mis. Aujourd'hui, nous avons tous les pays de la sous-région, tous les pays africains qui se sont un peu libérés de cette chape de plomb des restrictions liées au coronavirus, sauf le Gabon qui est au monde aujourd'hui l'un des pays les moins touchés, mais dans lequel sévit de façon drastique, de façon forte et violente, une espèce de chape de plomb sur la population qui est justifiée par le coronavirus. Franck parlait tout à l'heure de checkpoint. Je posais cette question à un journaliste que on a beaucoup de mal à faire un test Covid qui est un examen banal en termes de prélèvement. Qu'on fasse des examens au niveau des grands centres, oui, mais pour le prélèvement, on peut le faire, chacun peut le faire même à son domicile. On a moins de points de prélèvement que de checkpoints. La ville est quadrillée comme si on était en état de guerre. Donc, c'est dire qu'il y a d'autres objectifs inavoués derrière cette crise Covid. Le Cameroun à côté a relâché dès le 30 avril. Et quand on prend la mortalité par million d'habitants, le Gabon est en Afrique le pays qui a la plus grande mortalité par million d'habitants. Alors que qu'on nous dise exactement à quoi ont servi les mesures. Est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact de l'ensemble des décisions qui ont été prises sur la lutte contre cette pandémie? Je ne crois pas. Je crois véritablement que nous sommes dans un choix stratégique du gouvernement qui a décidé de museler le peuple, de museler la population, de museler les élites, de nous confiner à nos domiciles et empêcher que nous soyons demain capables de dire non pour un certain nombre de choses qui sont faites. Et c'est là au détriment de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, la petite économie qui nourrit l'essentiel des concitoyens, cette petite économie est absolument morte. Elle est réduite. Les Gabonais sont réduits à la mendicité parce que cette économie qui permet, par l'ouverture de petits bars au quartier, qui permet par la petite vendeuse qui vend son poisson braisé la nuit, qui allait jusqu'à minuit pour le vendre et les gens qui pourraient l'acheter à ces heures-là, elle est obligée de s'arrêter à 19h, 20h pour rentrer chez elle avant 22h. Donc, voilà un peu un certain nombre de choses qui montrent que, visiblement, le gouvernement, non seulement est en train de tuer l'économie, mais a véritablement bridé toutes les libertés auxquelles ont droit les citoyens dans une nation. Et ça n'a rien à voir avec la Covid, ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en situation, nous ne sommes plus en crise sanitaire, nous sommes en crise sécuritaire quand on voit les réactions, les mesures qui sont prises. Et les policiers, les gendarmes, l'armée, ils s'en donnent à cœur joie pour spolier, pour racketter de plus en plus les citoyens dans la rue. Donc, cette question est une question véritablement importante et je crois qu'il faut que les Gabonais se soulèvent. On voit l'impact, et Edgar a bien fait de le rappeler,
de cette question sur l'éducation. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme système éducatif? Qu'est-ce qu'on nous propose en tant que système éducatif? Comment nos enfants aujourd'hui sont scolarisés? On a des écoles à deux vitesses entre le système français et le système privé qui existe aujourd'hui, qui font l'école de façon normale, et les enfants du quartier, l'école qui nous a vu grandir, l'école qui nous a formés, aujourd'hui est morte. Et quel genre de citoyen on aura demain? En fait, on va reproduire une génération des générations, pas une génération, on va créer des générations de personnes mal formées. En même temps, ceux qui ont eu la chance avant et qui peuvent mettre leurs enfants dans l'école privée, dans les écoles privées qui coûtent cher, eux, ils vont avoir leurs enfants qui seront toujours bien formés. Or, cette école de la République qui nous a tous formés, cette école de la République qui a fait de nous les enfants de la République que nous sommes, qui nous donne aujourd'hui le droit de parler, d'être des médecins, d'être des ingénieurs, d'être des avocats, d'être des juristes de haut vol, cette école est morte, qui a formé l'essentiel des Gabonais, parce que nous sommes tous passés par cette école publique. Cette école est en train de mourir parce que des gens ont décidé que cette école ne doit pas continuer à former l'élite gabonaise. Voilà un peu le problème. Et cette question du coronavirus, ça fait 1 an que les enfants ne vont pas à l'école, parce qu'on a fait des examens sur une base de programme réalisé à moins de 10-15%. C'est une honte. Et on va recommencer la même chose cette année en faisant une formation à 2 vitesses où les enfants ont 6 heures de cours par semaine. Mais 6 heures de cours pour faire quoi? Donc, il faut qu'on revienne à une gestion normale du pays. Et la gestion normale du pays voudrait qu'on arrête qu'on arrête toutes ces mesures et que les Gabonais puissent reprendre leur vie normalement. Pour l'instant, ce qui est pris comme mesure n'a rien à voir avec le coronavirus, n'a rien à voir avec la lutte contre la COVID-19, parce que les résultats, on n'a aucun résultat, aucun calcul d'impact de ces mesures sur la situation véritable du coronavirus dans notre pays. Et nous ne faisons pas mieux que les pays qui n'ont pas décidé de mettre en place les mêmes mesures que nous et qui ont continué à vivre normalement et qui aujourd'hui ont une mortalité moins élevée que la nôtre. La question, et pour répondre à la question qui est posée aujourd'hui, et effectivement, ces mesures sont faites pour restreindre les libertés publiques, pour que les Gabonais ne se posent pas les bonnes questions, pour que les Gabonais n'aillent pas demain revendiquer la gestion de leur pays, qui est une gestion scandaleuse, qui se fait depuis 2009, mais encore plus depuis 2018, que M. Ali Bongo a eu son AVC. Donc, il faut absolument que les Gabonais regardent cette question et qu'ils fassent pression pour que s'arrêtent ces mesures qui sont contre-productives à tous égards. Voilà, c'est ce que je peux dire au stade actuel de notre discussion. Merci à toi, Honorable, pour ton intervention qui a le mérite de davantage nous interpeller, davantage nous faire prendre conscience que la question qui nous préoccupe aujourd'hui transcende les appartenances politiques et autres. Il ne s'agit pas d'une action politique qui est attendue, mais d'une action citoyenne. On est tous interpellés par cette situation et je vais lire quelques réactions d'internautes et après quoi je passerai la parole à Marcona qui nous rejoint. Il y a Laurence Ndong qui nous dit bonsoir, qui nous a rejoint dans ce live aussi. Nathaniel Mengue Mobamdi, les Gabonais ne peuvent pas se soulever de manière individuelle. Les leaders politiques et sociétés civiles doivent jouer leur rôle pour mobiliser les populations. C'est ce qui se fait ailleurs. Il faut créer un mouvement bien réfléchi. Jefferson Watson dit « Tout est à 2 vitesses. L'éducation, la santé, le travail, la justice. » Ras le pompon, il est urgentissime que cela s'arrête. Le réveil sera cauchemardesque à cette allure. Serge Abessolo dit « En plus de ce dispositif sanitaire injustifié, bientôt le 11 décembre, des contrôles supplémentaires vont être organisés au motif d'un prétexte fallacieux de recherche de véhicules. Ils vont rajouter une couche. » Julia Ongouya dit « Nos enfants auront des petits métiers et les leurs des métiers nobles. Tout ça, c'est fait à dessein pour tuer l'éducation des Gabonais. » Loussa Bous dit « L'Assemblée nationale est soumise, certes, mais l'opposition est un contre-pouvoir de ce gouvernement qui doit
convaincre le peuple. Les députés PDG, j'espère, c'est JMC Gou qui dit, les députés PDG, j'espère, ne subissent pas tout ce que les Gabonais vivent. Dans le cas contraire, je pense qu'ils se font mal à eux-mêmes. Leurs enfants aussi ne font pas l'école, je crois. Il y a Giga Smalto qui dit c'est exactement le problème de fond dans ce pays. La séparation de pouvoir est une utopie. Alors, donc, c'est quelques réactions comme ça que je voulais lire, le temps de laisser à Marcona le temps d'être vraiment avec nous et de réagir aussi à la suite de ce qui vient d'être lu de la part de nos internautes. Marc, bonsoir à toi et tu as la parole. Bonsoir Elsa, merci de me passer la parole. Je voudrais d'abord m'excuser parce que j'ai eu des petits problèmes techniques à la maison avec ma connexion Internet. Je pense que le débat est relancé suite au dernier commentaire. Hein. La séparation du pouvoir est une utopie dans notre pays. Aujourd'hui, en France, le Conseil constitutionnel vient de donner raison à l'Église catholique qui a protesté contre les mesures imposées par le gouvernement français. Le Conseil constitutionnel, suite à une plainte déposée par des évêques de France, vient de donner raison. Alors, pendant que dans les vraies démocraties, les institutions prennent leurs responsabilités pour dénoncer toutes les restrictions de liberté, au Gabon, ces mêmes institutions sont, je dirais, aphones. Ces mêmes institutions ne font absolument rien du tout. Alors, la question que moi je me pose et que tous les Gabonais se posent, est-ce que nous sommes tenus de respecter toutes ces mesures iniques qui n'ont rien à voir avec la pandémie? Je prends mes responsabilités, je demande aux Gabonais, et comme je le fais d'ailleurs, ça ne sert à rien de respecter toutes ces mesures qui n'ont plus rien à voir avec le coronavirus. Le port des masques, si effectivement le gel hydroalcoolique peut soulager ou bien peut éradiquer la contamination, si le masque est approprié pour le faire, pourquoi imposer aux citoyens le port du masque, toutes ces mesures qui restreignent les libertés? Je pense, et je le dis toujours, le gouvernement est en train de profiter d'une situation dramatique pour s'imposer. Le gouvernement et toutes les institutions complices sont en train de prendre en otage le peuple gabonais. Et je dis, nous devons refuser cette prise en otage. Non seulement nous devons le faire individuellement, et je suis d'accord avec l'internaute qui a posé le problème de la responsabilité de la société civile et de l'opposition face à ce qui est en train de se faire en face, à toute cette imposture. Nous devons prendre nos responsabilités, nous organiser, d'abord individuellement, mais collectivement, pour dire il faut arrêter cela. Je fais partie de ceux qui ont dénoncé le Corona Business. Le Corona Business est une action menée par le gouvernement aujourd'hui. Rien n'explique l'arnaque que nous sommes en train de vivre avec les tests qui sont payants. Et je l'ai dit au cours d'une émission que ce n'est pas demain que le gouvernement va arrêter toutes ces mesures. Puisque toutes ces mesures de restriction non seulement leur permettent de se remplir les poches, mais aussi de confisquer les libertés individuelles. Et comme je le dis toujours, les libertés fondamentales ne se négocient pas. À partir du moment où le citoyen constate que ces libertés sont confisquées, ce citoyen doit se battre pour les arracher. Organisons-nous pour dire non, non à cette imposture, non à cette confiscation des libertés sous prétexte de la COVID-19. Merci Elsa pour cette prise de parole. Ok, merci à toi Marc. Non à cette confiscation des libertés sous prétexte du coronavirus. Je vais donner la parole
Edgar, mais avant, permettez-moi, Edgar, ensuite Jean-Gaspard, mais je vais d'abord lire quelques réactions. Alors, je commence par celle de... Alors, Roséline Mengue qui dit « Vous avez bien raison, c'est exactement le rôle, il me semble, que Appel à agir joue sur le terrain. » Nzé Ouattara vient dire « Qui dirige le Gabon? Rondon. Le but de nos gouvernants est de tuer l'éducation afin que leurs enfants puissent diriger le Gabon demain. » Justin Bawenda dit « L'avenir du Gabon est la résultante des politiques oligarchiques. Les populations ont été présentes pour construire leur destin avant les indépendances. Et après les dates sont le 1964, coup d'État contre le régime Bamiko, 91. Alors tout ça pour dire, c'est long. Je reviendrai plus tard. Rondon dit, cette bande de mafieux profite de cette pandémie pour accentuer l'État totalitaire. Gigas Malto vient dire, c'est révoltant, la situation que traverse le Gabon. Il faut vraiment un sursaut patriotique pour faire tomber ce régime sans vision pour nous et nos enfants. Elton et Sonongi dit, à quoi bon participer à des élections sachant que les élus de l'opposition ne seront pas entendus. Jefferson Watson dit, ils en profitent pleinement de cette crise sanitaire au Gabon. Le riche Daniel dit, les principes de contre-démocratie évoqués par Rosanvalo doivent être mis en œuvre pour favoriser l'émergence d'un référendum d'initiative citoyenne. Bon, voilà, vous avez ce que disent les internautes. Edgar va réagir, ensuite Jean-Gaspard. Merci Elsa, merci. Je voudrais simplement réagir en disant que, vous voyez, nous avons là un président, nous sommes censés avoir là un président de la République élu par des Gabonais. Nous avons connu un événement particulier, c'est celui de la grève des élèves l'année dernière, qui avait été fortement réprimée par les forces de l'ordre, sans que le président de la République n'intervienne et ne rassure ou ne se prononce. Et là, nous avons ce problème de rentrée scolaire où, à l'école gabonaise, on a 6 heures de cours par semaine, aucune intervention du prétendu chef de l'État. Alors, simplement pour dire que on peut même remonter plus loin. On a eu une tentative de coup d'État au Gabon. On n'a jamais entendu le chef de l'État se prononcer là-dessus. Moi, c'est autant d'éléments. Gaspard le disait. Nous avons le président de la République du Congo qui est ici, qui se déplace sur le territoire, qui va assister au décès d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Il va tout seul, sans son homologue gabonais, mais alors qu'il est au Gabon. J'ai envie de dire qu'autant d'éléments, et après, c'est la semaine dernière, c'est une parodie, on montre quelqu'un qui circule, on met la GR un peu partout, il regarde l'état des routes. Mais ce même prétendu chef de l'État ne sait pas bavarder avec des Gabonais, il ne bavarde pas avec ses compatriotes. Il exerce la souveraineté des Gabonais, mais il n'a pas le temps de discuter, de bavarder, d'échanger, de rassurer ces Gabonais-là. C'est là autant d'éléments qui me confortent dans le fait qu'il n'y a personne à la tête du bateau Gabon. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui veulent usurper ce pouvoir-là, il y a des gens qui s'en servent, et pour contrôler ça, et pour sécuriser ça, voilà, comme par hasard, l'état d'urgence sanitaire, le Covid arrive, et aujourd'hui, on se sert de ça. On se sert de ça pour distraire les Gabonais, on se sert de ça pour terroriser les Gabonais, on se sert de ça pour étouffer les Gabonais, on se sert de ça pour violer les libertés élémentaires. En réalité, le but,
c'est de gagner du temps. C'est d'imposer une gestion qui n'est pas celle de quelqu'un d'habilité. C'est de pouvoir décaisser les ressources de nous tous, parce que l'argent du Gabon, qui est de l'argent public, c'est les recettes fiscales et c'est l'argent de nous tous. Donc, cet état d'urgence sanitaire est tombé à point et permet à ce que, face à l'incapacité d'Ali Bongo à exercer le devoir du président de la République, il y a des gens qui manipulent derrière et pour éviter d'attirer l'attention, pour éviter de susciter des réactions, on nous impose un état de siège militaire. Mais je continue à dire que ce qui est malheureux, c'est que ces militaires-là et nous sommes embarqués dans ce même bateau-là. On va tout droit dans un précipice. Le problème de l'école, je crois que comme le dit, tous ces enfants, et si bien les nôtres, ceux des militaires et même ceux des députés sont dans ces écoles-là, je comprends pas pourquoi, pour une petite position actuelle, pour des grains de riz qu'on veut bien donner à quelqu'un, il est prêt à sacrifier tout un pays. Il est prêt à sacrifier son avenir. On ne peut pas vendre le Gabon aussi moins cher que ça parce qu'on veut garder une position. Ce n'est pas normal. Et je continue à dire aux parents d'élèves qu'il n'y a plus personne qui dirige ce pays. On n'a pas l'impression. Parce que la seule chose qu'on demande, c'est d'être rassuré. On veut être rassuré qu'ils viennent sur un studio de télé, qu'ils discutent avec les Gabonais, avec la presse en interactivité. Même ça, c'est difficile à faire. On lui le montre à la CAC, il fait des messages à la nation, il fait le tour de Libreville, mais qui descend de la voiture et discute avec les Gabonais? C'est ça un président? Non. Lorsque on commence à s'organiser, à trop en parler, on vous sort une histoire de contrôle intensifié, simplement pour détourner, pour réorienter l'esprit ailleurs, parce qu'en réalité, ils sont en train de consommer ce pouvoir-là, ils sont en train de vouloir s'asseoir, ils sont certainement en train de vouloir faire ce qu'ils sont en train de vouloir faire, mais moi je dis qu'ils sont en train de vouloir spolier le Gabon, et je continue à dire aux Gabonais que il faut qu'on arrête d'attendre quelqu'un qui viendrait d'ailleurs pour dire qu'on n'est plus d'accord. Voilà ce que je peux dire jusque-là. Merci, honorable. Merci pour cette dernière phrase que je retiens. Il faut qu'on arrête d'attendre quelqu'un qui viendra d'ailleurs pour dire qu'on en a marre. Les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. Merci pour ton intervention. Jean-Gaspard, tu as la parole pour la suite de la tienne. Merci Elsa de me redonner la parole. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints depuis. Je crois que à ce stade de notre discussion, j'ai envie de rendre hommage à cette personne que je ne connais pas, qui a dit un jour que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. C'est comme si cette personne avait rêvé du Gabon en 2000. Essayons de nous dire quelques vérités, de regarder la réalité en face. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Le peuple gabonais, c'est chacun de nous pris individuellement et nous tous pris collectivement. Le peuple gabonais sait, chacun de nous le sait, collectivement, individuellement, y compris dans nos responsabilités, que l'accident vasculaire cérébral que M. Ali Bongo a eu en octobre 2018 l'a placé en incapacité de pouvoir exercer les charges de sa fonction. Nous le savons. Nous le savons. Et parce que nous le savons, nous savons aussi que depuis cette date, les imposteurs s'amusent avec notre pays comme jamais. S'ils succèdent même, puisque certains aujourd'hui sont en prison. Et nous nous couchons devant. Nous sommes couchés devant les premiers hier, nous couchons devant d'autres aujourd'hui. Parfois, nous nous voilons la face en prétendant que c'est politique, et que comme c'est politique, ça concerne les hommes politiques.
Parfois, on attaque le PDG, et comme ça, comme on se réclame apolitique ou de l'opposition, on pense qu'on n'est pas concerné. Parfois, on attaque l'opposition, parfois, on attaque les parlementaires. Que chacun de nous regarde la réalité en face. Ça concerne maintenant nos enfants, nos propres enfants. Donc, ce qui fait l'essence de notre pays. Et nous regardons. Comme des passionnés de football, comme Franck, qui regarde un match entre le Barça et le Real de Madrid. Entre-temps, comme le dit Edgar, au Gabon, en 2020, les enfants ont 6 heures de cours par semaine. Et nous ne faisons rien. Au Gabon, en 2020, alors qu'il y a moins de 15 cas de Covid par jour, nous ne pouvons pas circuler. Et nous ne faisons rien. Nous attendons que quelqu'un, quelque part, vienne régler ce problème. Ils ont peut-être raison de nous traiter comme ça. Parce que nous méritons d'être traités comme ça. Je suis au regret de le dire ainsi. Un de mes amis m'avait dit qu'un homme politique, le peuple n'a jamais tort. Ce soir, je suis un citoyen. J'ai envie de dire à mes concitoyens, collectivement, individuellement, nous avons tort. Honte à nous. Le monde entier nous regarde comme des gens particuliers qui acceptent une situation inacceptable. Qui dirige notre pays aujourd'hui? Qui décide aujourd'hui que dans les écoles publiques, au lycée Léomba, au lycée d'État, c'est Ndjenje Gonju, à l'Immaculée, à Bessieux, qui ont formé l'essentiel des Gabonais, on fait 6 heures de cours par semaine. Mais rassurez-vous, hein, à Blaise Pascal, Jean de La Fontaine, Descartes, ils ont 30 heures par semaine. Ils ont 30 heures par semaine. Les établissements privés du Gabon font leurs 30 heures hebdomadaires de cours. Leurs enfants vont à l'école normalement. Nos enfants, les enfants de l'immense majorité, ceux qui devront faire le Gabon demain, ne vont pas à l'école. Mais que ceux qui vont à Blaise Pascal ne pensent pas qu'ils ont gagné. Parce que demain, ils ne seront pas seuls dans le pays. Ils auront un pays qui est abîmé. Et dans un pays qui est abîmé, même si vous pensez que vous êtes seul à vous en être sorti, vous coulez avec les autres. Vous coulez avec les autres. J'en veux pour preuve, on l'a vécu ici à Akandé. Quand il y a les bouchons, hein, Madame la présidente du Sénat est dans les bouchons avec tout le monde. Elle n'a pas d'hélicoptère pour sauter. Elle était coincée avec tout le monde. Les ministres étaient coincés avec tout le monde. Donc ceux qui pensent que parce que leurs enfants sont dans une école privée qui marche normalement, ou qu'ils font leurs études en France ou aux États-Unis, quand il n'y aura pas de Gabon, il y aura de Gabon pour personne. Nous sommes en train de planter notre pays parce que nous ne voulons pas traiter de la question principale. À la tête de notre pays, il n'y a pas de chef. À la tête de notre pays, il y a une bande d'imposteurs qui ont décidé, en plein jour, de braquer le pays, d'en faire l'usage qu'il faut. Pendant que nous parlons, pour ceux qui savent de quoi il s'agit, oui, le ministre de l'économie a envoyé une lettre d'intention au FMI pour demander un nouveau programme d'ajustement structurel. En même temps qu'ils disent que tout va bien. Où va cet argent? Et le pire, tous les jours. Et en même temps, oui, des checkpoints à tout va pour détourner notre regard de ce qui se passe, pour éviter que nous nous asseyons pour regarder la réalité en face. Nous sommes en train d'assister, non pas impuissants, mais insensibles à la destruction de notre pays. Je dis cela à mes compatriotes collectivement. Honte à nous. Honte à nous. Les générations futures auront du mal à croire quand ils liront les pages d'histoire que ça s'est passé pendant que leurs parents, étaient en vie et en bonne santé. Et c'est en train de se passer.
Et c'est en train de se passer. Si nous ne le levons pas, si nous ne mettons pas un terme à cela, si nous ne décidons pas, soit de ne plus envoyer les enfants dans les écoles, soit de les mettre dans la rue, si nous ne nous mettons pas nous-mêmes dans la rue, si nous ne disons pas basta, ça suffit, ça va continuer. Ils vont continuer. Parce que ceux qui font cela, inconscients qu'ils sont, ils s'en foutent. C'est à nous, parce que nous en avons confiance, nous en avons conscience, d'arrêter cela. Chacun de nous, chacun de ceux qui pensent qu'ils sont liés à ce pays, parce que d'autres pays n'en ont pas. Je te rends la parole. Merci à vous. Merci à toi, Jean-Gaspard. En fait, avant de donner la parole, j'aurais dû annoncer que c'est ton intervention qui viendrait clore notre échange de ce soir. Parce que, au fond, je ne sais pas ce qu'on va encore dire après tout ce que tu as dit. Mais bon, il y a toujours à dire quand il s'agit du Gabon. Je vais lire une réaction qui rejoint ton intervention. C'est celle de Raymond Jean-Marie. Après, je vais passer la parole à Franck Djimbi pour son intervention. Et je pense que ce sera la dernière parce que parfois, il faut juste dire aux Gabonais ce qu'ils doivent entendre, les laisser sur leur faim et susciter en eux la réflexion pour qu'ils gardent à l'esprit que c'est une question de responsabilité individuelle d'abord. Raymond Jean-Marie dit « Les Gabonais vivent l'incompétence du pouvoir Ali Bongo. Ils savent que Ali Bongo est dans l'incapacité de diriger ce pays. Ils savent que leurs enfants n'ont pas cours. Pourtant, on regarde et on n'agit pas. Je pense sincèrement que nous méritons Ali Bongo. Et je pense aussi, un instant, j'ai perdu son commentaire, que je le retrouve, que je continue la lecture. Voilà. Elle dit, je pense aussi que ce n'est que quand le Gabonais aura totalement tout perdu, qu'il fera ce que de nombreux peuples ont fait pour se libérer. C'est quand même grave. L'éducation est à terre. Il y a Bernard Christian Repoula qui dit de façon concrète, pour mettre fin à toute cette mascarade, que préconisez-vous que l'on fasse tous? Donc, Franck, tu as la parole. Merci Elsa. Que préconisons-nous? C'est un appel à agir. Nous demandons aux gens d'agir. C'est Marc qui parlait tout à l'heure du Conseil d'État français qui a annulé quelques mesures. Mais le Conseil d'État français n'a pas annulé ces mesures simplement pour les beaux yeux de quelqu'un. Le Conseil d'État français a répondu à une requête de l'épiscopat français. Ça veut donc dire qu'il appartient aux Gabonais de s'organiser et d'essayer d'utiliser tous les leviers qui existent. Ne jamais se dire que c'est pipé, que les dés sont pipés, c'est leur tribunal, c'est... Non, il faut toujours essayer, il faut les mettre à l'épreuve. Il ne faut pas leur donner la possibilité d'imposer des situations sans pouvoir les contrarier. C'est le cas de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous savons tous que nous sommes complètement dans l'illégalité. On se pose la question de savoir quand est-ce que les 45 jours sont arrivés à échéance. On est convaincu que les 45 jours sont arrivés à échéance, mais personne n'interpelle ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale, ni le Conseil d'État pour lui demander exactement quand est-ce que ces 45 jours arrivent à échéance. Parce qu'il faut se dire qu'en démocratie, la liberté est le principe. La restriction sera toujours une exception. Or là, dans la situation actuelle, on essaye de faire passer la restriction pour le principe et la liberté pour l'exception. Non, la liberté, c'est le principe. On ne transige pas avec nos libertés. Nous devons défendre, revendiquer nos libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, la liberté de se réunir. Les libertés en démocratie ne peuvent être restreintes que selon ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. Pour restreindre une liberté en démocratie,
il faut qu'on puisse remplir 3 critères. Il faut que ce soit nécessaire, il faut que ce soit adéquat et il faut que ce soit proportionnel. Il faut que ce soit nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut que la restriction vise vraiment à combattre ou à faire échec à un risque. Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Est-ce qu'il est démontré aujourd'hui que ces restrictions visent vraiment à combattre un risque? Quel est ce risque? Au Cameroun, à côté, on a déconfiné depuis. Personne n'a entendu qu'au Cameroun, les cadavres jonchent les rues. Personne ne l'a entendu. Au Bénin, on n'a jamais confiné. Personne n'a entendu que le Bénin est devenu un cimetière à ciel ouvert. Donc, est-ce qu'il y a risque? Quand il n'y a pas risque, la mesure n'est donc pas nécessaire, elle est illégale. Première chose. Deuxième chose, elle doit être adéquate. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment avoir pour objectif de combattre le risque qui est décelé. Est-ce que toutes ces mesures combattent vraiment le risque qui est décelé? Que vient faire le couvre-feu dans une crise sanitaire? Que vient faire le couvre-feu dans une crise sanitaire? On se demande, tout le monde le dit en rigolant, est-ce que ce virus circule la nuit? Est-ce qu'il dort la journée pour ne circuler que la nuit? Bon, voilà. Et puis, ça doit être proportionnel. C'est-à-dire qu'on ne prend des restrictions qu'en fonction du danger. On ne peut pas, aujourd'hui, on doit être à moins de 60 morts depuis 9 mois. Allez, qu'on nous dise, depuis 9 mois, combien de gens sont morts d'AVC? Combien de gens sont morts de palu au Gabon? Qu'on fasse un peu cette espèce de comptabilité. Combien de gens sont morts de typhoïde au Gabon parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets à Libreville, parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets au Gabon? Combien de gens sont morts d'autre chose? Ça veut donc dire que, à tout point de vue, nous sommes en situation d'illégalité. Voilà donc un gouvernement qui est totalement dans l'illégalité, au vu aussi du peuple, le peuple regarde, au vu aussi des parlementaires, les parlementaires regardent, au vu aussi du corps judiciaire, le corps judiciaire regarde, tout le monde regarde, le peuple lui-même aussi regarde, et on est totalement dans l'illégalité. Chacun fait à peu près ce qu'il veut. Nous pensons qu'il appartient aux Gabonais, il appartient à chacun d'entre nous de réfléchir à la situation actuelle et d'agir, comme on a coutume de dire, selon ses moyens et en fonction de ses capacités, pour que nous puissions, c'est ensemble que nous sortirons de cette situation. Voilà, merci. Ok. Merci à toi, tonton Franck. C'est à chacun de nous d'agir. C'est à chacun de nous de faire selon ses moyens pour dénoncer ce qui se fait et imposer la vacance du pouvoir. C'est une responsabilité citoyenne, c'est une responsabilité individuelle et l'ensemble des individualités fera que de façon collective, on mène une action ensemble. Donc, le temps qui nous est imparti nous échappe et fuit. Je vais rapidement faire un dernier tour de table en accordant quelques minutes. Il y a Laurent Sondon qui dit merci à son oncle Franck Djimbi pour son intervention. Donc, chacun va prendre 2 minutes pour le mot de la fin. Je veux commencer. C'est moi qui vais désigner. Je veux commencer par Marc. Après merci. Marc, l'honorable Edgar et l'honorable Mino va clore. Merci Elsa pour cette opportunité qui m'est offerte pour demander aux Gabonais de ne pas se laisser distraire par des vrais faux scandales avec tout ce qui tourne autour du Mamba, tout ce qui tourne autour de la task force. C'est de la diversion. C'est de la pure diversion. Parce que ces actions qui sont menées pour lutter contre la corruption par les corrupteurs, ce sont des actions pour détourner les Gabonais des vrais sujets, tels que ceux que nous sommes en train de poser ce soir. Et j'ai envie de dire que le sensationnel doit sortir de notre pensée quotidienne. Ils veulent nous orienter vers le sensationnel. C'est pour cela que nous ne devons pas céder à toute cette politique de diversion, parce qu'on sait très bien
que le Gabonais aime le Congo-Ça, le Gabonais aime le sensationnel, et tout le monde se jette dessus, et on oublie l'essentiel. Et nous l'avons dit ce soir, il y a l'association des parents d'élèves. Il y a une association nationale des parents d'élèves. Nous tous, nous sommes des parents d'élèves. Je n'ai pas lu, quelque part, je n'ai pas entendu une réaction officielle de l'association des parents d'élèves par rapport à ce génocide intellectuel qui est en train de s'opérer. Je pèse mes mots, c'est un génocide, parce que ce qui est en train de se faire est mûrement calculé. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Est-ce que nous allons laisser ces personnes tuer notre école? Est-ce que nous allons laisser ces personnes tuer notre santé? Est-ce que nous allons laisser ces personnes tuer nos libertés fondamentales? On ne peut pas aller et revenir comme on veut. Il faut se soumettre à leur dictat, avec bien sûr des actions d'escroquerie. Des actions d'escroquerie. Je n'ai pas hésité à interpeller le représentant du Fonds monétaire international sur cette question. Mais nous attendons la réaction de ces institutions qui sont, à la limite, qui sont intervenues dans cette pandémie pour aider le Gabon à surmonter les difficultés, mais qui vivent au quotidien, je dis bien qui vivent au quotidien, la violation non seulement des droits fondamentaux des Gabonais, mais qui sont aujourd'hui complices, je dis bien, de cette arnaque. Parce que quand on vend les tests qui sont obligatoires, et non seulement qui sont obligatoires, mais qui sont, dont les réactifs sont distribués gratuitement par ces institutions, mais on les vend aux Gabonais tous les jours, qu'est-ce qu'on vise? On vise tout simplement à se faire du pognon. Comme depuis 14 ans, on nous a habitués à des scandales financiers. Parce que je suis curieux de savoir le véritable bilan qu'Ali Bongo va faire après 14 ans de règne. Tous les scandales financiers que nous avons vécus, c'est ce qui nous ont servi. Il ne peut pas faire un bilan exhaustif sur le développement, les actions ou bien les investissements structurants pour le Gabon, au profit des Gabonais. Mais ils vont nous servir à chaque mandat des gros scandales financiers. Et nous devons dire non, stop, il faut arrêter cela. Il faut arrêter. Chacun doit se le dire. Et quand chacun l'aura dit, collectivement, nous allons le dire. Et les émissions, des rencontres, des rendez-vous que nous organisons tous les dimanches, ou bien chaque semaine, visent à vous sensibiliser sur cette prise de conscience. Encore une fois, les libertés ne se négocient pas. Merci Elsa. Merci à toi, Marc, d'avoir martelé le principe selon lequel, et c'est une réalité qui devrait être celle des Gabonais, les libertés ne se négocient pas. Et c'est toi qui l'as dit une fois lors de nos causeries, on ne doit pas faire de certains les sous-traitants de notre indignation. Beaucoup pensent que lorsqu'on décide, comme nous le faisons, nous, appel à agir, d'interpeller les consciences citoyennes, nous devenons par conséquent les sous-traitants de leur colère, de leur révolte, de leur indignation. Non, c'est à chacun de s'indigner. Et c'est Martin Luther King qui disait notre indignation doit naître une action digne. Et c'est cette action-là, c'est ce sursaut patriotique auquel nous appelons le peuple gabonais qui va libérer notre pays. Donc, je vais passer la parole à l'honorable Minot pour la fin, cette fois-ci, la fin des fins. Voilà, honorable, tu as la parole.
Merci Elsa, mais qu'est-ce qu'on peut encore dire après les interventions de Jean Gaspard d'abord, qui nous a rappelé notre responsabilité individuelle et la responsabilité collective des Gabonais. La réaction de Franck, qui a su poser les bases même de toute action de ce niveau, telle que celle qui consiste à amener à des restrictions qui doivent être l'exception et non une règle. Et puis la chute de Marc, qui résume parfaitement notre pensée, notre idée sur cette question. Juste pour dire en sus de tout cela que nous arrivons à la conclusion que ces mesures visent un autre objectif et que ces mesures ne peuvent s'arrêter que si les Gabonais eux-mêmes prennent l'engagement de mettre fin à cette façon de faire. Mais malheureusement, et c'est là tout le problème que nous avons l'impression, et c'est ce que tu disais à la fin, que nos parents, nos concitoyens pensent qu'il viendra quelqu'un de quelle planète pour venir régler le problème du Gabon, qu'il viendra quelqu'un qui sortirait de je ne sais trop quelle planète pour décider de nous libérer de cette situation. Et ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, et Jean Gaspard l'a bien dit, sache que nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Il n'y aura pas de bons pays pour certains et de mauvais pays pour d'autres. Quand ce pays va atteindre le fond, s'il y a encore un fond à atteindre, quand ces enfants qu'on n'envoie pas à l'école, vous savez, en Afrique du Sud, c'est les enfants qu'on a refusé d'envoyer à l'école qui ont fait Sharpeville, qui ont fait Soweto, mais qui ont fait tomber l'apartheid. Parce qu'on avait décidé que les petits noirs n'iraient plus à l'école. Ben, il ne leur restait plus qu'une seule chose, c'est d'être dans le désespoir, c'est-à-dire l'absence d'espoir, d'espérance, qui faisait qu'ils étaient capables, ils devenaient des bombes humaines. Et je crois que nous sommes nous allons être dans cette situation. Et il faut que ceux qui gèrent aujourd'hui le Gabon, ceux qui posent ces actions négatives contre un peuple qu'ils trouvent évidemment très pacifique et passif, que ces personnes comprennent qu'il arrivera un jour où ce peuple marginalisé va prendre ses responsabilités. En tout cas, nous appelons les Gabonais à prendre leurs responsabilités pour que cette situation s'arrête, pour qu'on revienne à une gestion normale de notre État et pour que l'on nous dise aujourd'hui que ceux qui sont dans l'imposture arrêtent cette situation d'imposture qui fait beaucoup de mal, énormément de mal à notre pays. En tout cas, merci aux internautes qui nous suivent et qui, parce que souvent on préfère aller vers le sensationnel. Nous n'avons pas d'éléments sensationnels à proposer aux Gabonais. Nous n'avons pas d'informations, de nouvelles sensationnelles à proposer aux Gabonais. Ce que nous proposons aux Gabonais, c'est une réflexion normale, une réflexion simple qui les pousserait, eux, à prendre leurs responsabilités et à poser à leur niveau des actes qui viseraient la libération de notre pays. Donc, qu'ils n'attendent pas de nous qu'on leur donne la grande information qu'ils attendent, qui fera en sorte qu'ils puissent mieux dormir ce soir. Mais je crois qu'il faut que chacun prenne la peine de repenser ces discussions que nous avons et de voir quelle peut être sa place dans la lutte que nous menons pour la libération de notre pays. Parce que, véritablement, notre pays est pris en otage. Je te remercie, Elsa, et je remercie les internautes pour nous avoir suivis. Et je voudrais continuer à excuser le docteur Akouré, qui a bien voulu être là avec nous, mais à cause de l'état de la route, il n'a pu arriver à temps en rentrant de Lambaréné. Et en tout cas, il faut rassurer les internautes qu'on l'aura très prochainement avec nous pour une émission. Je te remercie et je remercie les internautes encore une fois. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci. À dimanche prochain, j'espère que nous aurons le docteur Davin Akouré. Donc, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci pour vos réactions. Merci pour votre fidélité. Merci pour l'intérêt que vous accordez à ce que nous faisons. Bonsoir chez vous et on se dit à dimanche prochain. À dimanche prochain.